Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette 9e édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Et pour décrypter cette actualité, je suis, comme chaque semaine, en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, il y a un premier sujet qui a retenu votre attention. C'est une problématique d'ailleurs réservée peut-être à un certain nombre de lecteurs uniquement, puisque c'est la problématique des accès indirects pour les utilisateurs des SAP, enfin les clients des SAP. Alors je vous laisse préciser un petit peu sur notre question, mais ça paraît un peu anodin, mais on va le voir rapidement. C'est un enjeu à plusieurs millions d'euros, voire plusieurs millions de dollars pour un certain nombre de clients. Et tout ça résulte d'un procès qui a eu lieu entre l'entreprise Diageo, leader bien connu dans le monde des spiritueux, des vins et spiritueux, et SAP. C'est une décision d'une cour anglaise. Absolument. Donc je crois qu'effectivement c'est tout sauf anodin. C'est un problème important, qui est latent, enfin qui existait depuis qui existe depuis que, je veux dire, il y a du logiciel, mais qui devient de plus important parce qu'il y a des interconnexions entre les logiciels de différents éditeurs. Alors, en fait, effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un tribunal anglais sur un litige qui opposait donc Diageo, ou Diageo, je ne sais pas comment on prononce, qui est un géant de distribution du spiritueux, et SAP. Et donc, ça concerne les aspects indirects. Et ce tribunal anglais a donné raison à SAP. Alors, de quoi s'agit-il? Pour le faire simple, donc Diageo utilisait MySAP Business Suite. Donc, très bien, ils ont un certain nombre d'utilisateurs, ils payent pour ça. Ils ont des licences correspondant aux utilisateurs. Jusque-là, c'est ça. C'est assez simple. Ensuite, ils ont développé des applications avec Salesforce. Donc, ils payent les licences pour Salesforce. Ils ont voulu interconnecter, puisque les applications Salesforce ont besoin de données qui viennent de SAP. Bon, c'est assez simple, donc il y a un logiciel d'interconnexion SAP dont ils payent les licences qui permet de rapatrier ces données. Alors, je n'ai pas les données précises, mais l'idée, c'est assez simple, c'est que si d'un côté, vous avez X utilisateurs MySAP Business Suite, et de l'autre, vous avez Y pour Salesforce, et que Y est beaucoup plus grand que X, vous voyez bien qu'il y a un problème de savoir si est-ce que les Y utilisateurs vont payer les licences pour les données SAP alors qu'ils n'utilisent pas les logiciels. Ils ne font que récupérer les données. Et il se trouve que le tribunal anglais a donné raison à SAP, et évidemment c'est pour un montant non négligeable parce qu'on remonte des années en arrière, bien entendu. Là pour ça, les éditeurs ils sont quand même très très forts. Là, en l'occurrence, ça concerne SAP, mais ça vraisemblablement, enfin pas vraisemblablement, ça concerne tout un tas d'éditeurs, d'applications d'entreprise. On remonte plusieurs années en arrière et on arrive à un montant global de 64 millions d'euros. Quand même. Donc vous voyez que c'est pas du tout anodin, sachant que ça fait jurisprudence, donc ça s'applique en Angleterre, mais évidemment les utilisateurs, les entreprises d'autres pays qui sont clients des SAP se sentent concernés. Donc, sachant que Diageo en plus c'est une multinationale, donc ils ont des utilisateurs SAP dans le monde entier. Absolument, mais même Diageo, tous les gros du CAC 40 qui sont utilisateurs des SAP, ils vont être concernés par ça, c'est clair. Donc l'USF, qui est l'association des utilisateurs SAP francophones, a été alerté là-dessus. C'est un sujet sur lequel ils sont mobilisés depuis un certain temps, pour lequel il n'y avait pas encore, on n'a pas trouvé le bon compromis avec l'éditeur, et donc a fait appel au SUGGEN. Le SUGGEN, c'est l'association des utilisateurs SAP mondiale, au niveau mondial, pour vraiment réfléchir à cette question qui est majeure. Donc voilà où on en est aujourd'hui, sachant que l'USF a dit qu'elle allait sortir un livre blanc sur le sujet pour le mois de juin, sachant que c'est pas un problème qui est simple, c'est-à-dire la question c'est on ne fait que rapatrier des données, certes, mais sur quoi on va se baser pour faire payer l'utilisation de ces données. L'utilisation c'est un droit d'usage, mais sur quoi va-t-on se baser? Donc là, il y a vraiment une réflexion qui est à mener, qui concerne, en l'occurrence, c'est un litige qui concerne une entreprise avec un éditeur, mais qui finalement, c'est une problématique qui concerne quasiment tous les éditeurs
et toutes les entreprises, dans la mesure où de plus en plus, on a des éditeurs, en tout cas des entreprises qui font de l'interconnexion entre les différentes applications. Et avec la montée en puissance de tout ce qui est de ce mouvement autour des API, que d'ailleurs les éditeurs sont les premiers à promouvoir, finalement, tout ça génère quand même une sécurité juridique. Sachant, vous vous souvenez que Oracle avait eu la même problématique, était en conflit avec un autre éditeur sur des problématiques d'API. Donc, dans cette intégration de plus en plus importante, et en plus avec le cloud qui se met par là-dessus, qui ne simplifie pas le tout. Donc, on est, je pense, au début d'une problématique qui vient d'être statuée pour un cas particulier, mais qui va devoir trouver des applications un petit peu plus flexibles, parce que je pense que les utilisateurs, enfin en tout cas les entreprises utilisatrices, n'ont pas trop envie comme ça de passer sous les fourches codines des éditeurs et de passer à tiroir caisse de manière, on va dire, un peu indue, si je puis dire. Donc c'est un problème qui, pour le dire, est tout sauf anodin, et qui va demander une réflexion très très importante, et donc pour trouver un bon compromis qui satisfasse à la fois les entreprises et les éditeurs. D'ailleurs, on recevra dans quelques semaines ou quelques jours le patron d'Infor Europe, éditeur de RP, on lui posera la question. Absolument. Alors en attendant, autre sujet qui bouge un petit peu en ce moment, c'est la notion de souveraineté au niveau du cloud et d'Orange. Oui. Alors ça paraissait assez évident que les acteurs gouvernementaux déploient leur cloud au travers d'Orange. Finalement, il y a un peu d'eau dans le gaz, si j'ai bien compris, parce que Orange serait trop proche du Huawei, ce qui pose quelques problèmes aux autorités gouvernementales. Alors, revenons un tout petit peu en arrière. Donc, il y a eu une initiative du gouvernement français pour lancer 2 clouds souverains, CloudWatt et Numergy, qui ont complètement capoté. Numergy a été racheté par SFR, CloudWatt a été racheté par Orange, donc dans le cadre de Orange Business Services. Très bien. Orange avait aussi ses propres services cloud. Et donc Orange poursuit toujours ces 2 activités, donc à son propre cloud et puis à le cloud qu'il a récupéré de CloudWatt. Et les 2 sont basés sur OpenStack. Donc on voit déjà qu'il y a peut-être une convergence possible, mais enfin a priori ce sont 2 entités séparées. Et il se trouve qu'effectivement Orange s'est rapproché de Huawei, donc le fournisseur chinois bien connu. Donc c'est un partenariat, donc a contracté avec Huawei pour l'acquisition de matériel et de logiciels liés à OpenStack, avec donc il y a tout ce qui est maintenant, enfin tout ce qui est support de niveau 1 et 2, c'est Orange qui s'en occupe. Le support de niveau 3, c'est Huawei. Et donc, je dirais que ce partenariat étroit entre Orange Business Services et Huawei évidemment inquiète, c'est un mot peut-être un peu fort, mais en tout cas pose des questions sur les notions de cloud souverain. Sachant que ce partenariat, d'après Orange, concerne toutes les entreprises, sauf les entreprises françaises, qui elles, dans l'hypothèse où elles veulent vraiment des services de cloud souverain, feront appel à CloudWatt. Donc voilà où on en est, sachant que par ailleurs, la DINSING, donc c'est la DSI Group de l'État, avait contracté pour des services cloud avec Orange Business, pour à la fois des ministères et puis des entreprises publiques. Donc c'était un contrat de 2 ans qui a posé problème parce que donc il y a eu signature, mais la mise en œuvre s'est faite avec retard. Apparemment, la qualité de service n'est pas tout à fait au rendez-vous. Donc il y a ce problème intrinsèque, et puis il y a le problème de cloud souverain qui se greffe là-dessus. Donc il y a, je dirais, un certain nombre d'interrogations qui sont posées, dont là encore, le problème a été découvert très récemment. Il va avoir certainement des incidences dans les temps à venir, et il va falloir que Orange clarifie clairement sa position, parce que je dirais qu'en son sein, avec des architectures qui sont proches, on peut avoir
avoir effectivement deux clouds, un qui serait général et l'autre qui serait vraiment souverain, mais on peut penser que les deux étant basés sur les mêmes technologies, il peut y avoir... et puis en cas de débordement, l'interconnexion... Exactement, donc c'est vraiment un problème qui est posé, qui là encore devra trouver des solutions assez rapidement, parce que cette notion de cloud souverain est de plus en plus importante, et les entreprises qui contractent pour avoir des services de ce type-là, elles veulent avoir... un minimum de garantie, bien exactement. sûr. Très bien. Alors, autre sujet qui fait un peu la une des magazines et des sites, la blockchain, avec une initiative intéressante des acteurs majeurs de l'industrie IT qui se regroupent pour essayer de formaliser un peu, de normaliser un peu la problématique de la blockchain. Alors absolument, donc là l'idée c'est, donc la blockchain, on a déjà parlé à plusieurs reprises, donc en gros c'est la possibilité dans une architecture de type pair à pair, de pouvoir en gros enregistrer toutes les transactions de manière fiable, sécurisée, et donc on voit bien que ça peut avoir des applications, donc ça en a eu beaucoup dans le domaine monétaire avec les bitcoins et toutes les monnaies numériques, et puis des applications dans des domaines très différents. Et maintenant, quasiment tous les grands fournisseurs de l'IT sont impliqués sur la blockchain. IBM le premier. Donc là, c'est une alliance qui vient de se constituer dans ce domaine. Donc il y a à la fois des acteurs de poids, hein, il y a Microsoft, Intel, Accenture, donc gros cabinet de conseil. Il y a des banques. Voilà, c'est la nouveauté, il y a des banques. Voilà, donc beaucoup de startups. Alors parmi les banques, il y a Banco Santander, il y a JP Morgan, il y a le Crédit Suisse. Donc des banques, je dirais, c'est pas des petites banques de quartier. Donc c'est une alliance qui s'appelle Ethereum, donc je ne sais pas exactement comment on prononce, mais Ethereum, Enterprise Ethereum Alliance. L'idée c'est effectivement de définir je dirais une architecture de référence, sachant qu'il y a un an il y avait eu déjà un framework open source qui avait été lancé qui s'appelle Hyperledger. Donc ça montre bien que le sujet devient vraiment important, puisque tous les acteurs commencent à se mobiliser. Deux, il y a donc des alliances qui sont, je dirais, un peu concurrentes, qui se mettent en place. Et donc, c'est tout le problème des standards, à savoir qu'il faudrait qu'on n'arrive pas à une situation où on ait des standards qui soient incompatibles entre eux. Mais je dirais que c'est vraiment le signe que cette technologie du blockchain devient quelque chose de très important, et pour des applications parfois un peu exotiques. J'ai en mémoire, j'avais rencontré une responsable d'IBM, donc qui parlait de ce que IBM faisait dans le domaine de la blockchain, et en particulier il y avait une application qui était en train c'est assez récent, qui était en train d'être mise en place pour Walmart dans l'importation de cochons et de mangues chinoises. Donc vous voyez que ça peut paraître un peu particulier, mais il se trouve que ce sont des produits donc, qui viennent de loin, si je puis dire, qui impliquent pas mal d'acteurs avec des transactions différentes. Et donc cette cette problématique blockchain permet effectivement de suivre de manière précise, sécurisée, toutes les transactions qui ont pu avoir lieu. Donc c'est vraiment quelque chose qui se développe et qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. Très bien, ça c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, vous avez retenu comme élément de la semaine le salon Big Data 2017. Effectivement, Big Data, ça reste toujours encore un sujet d'actualité. Oui, alors il se trouve que donc la semaine passée, vous vous souvenez qu'on avait retenu, et là on ne pouvait pas passer au travers, hein, c'était le Mobile World Congress à Barcelone, dont on a fait un peu quelques comptes rendus, et on n'a pas fini d'épuiser le sujet. On sait bien que la mobilité est vraiment un des sujets majeurs. Là, la semaine prochaine, c'est un autre sujet, donc c'est une conférence, c'est la 6e édition qui va intervenir à Paris, donc c'est Big Data 2017, et qui, je dirais, avec le temps, commence à vraiment trouver son régime de croisière et s'impose comme
comme la conférence sur le sujet. Donc cette semaine, on a à peu près 180 exposants, donc c'est quand même significatif. Ça se passe au Palais des Congrès, donc à Paris, une centaine d'ateliers. Donc c'est vraiment un rendez-vous auquel il va falloir s'habituer, qu'on suivra avec beaucoup d'intérêt. Donc évidemment, il y a tous les sujets qui sont, on sait que le marketing est en pointe, mais l'ensemble des fonctions de l'entreprise de plus en plus sont des utilisateurs de technologie big data. Il y a tout ce qui est machine learning, enfin toutes les applications dans ce domaine sont de plus en plus. On passe de l'expérimentation à ce qu'on appelle donc des POC, un proof of concept, des choses qui à petite échelle mais qui fonctionnent, et avec de vraies utilisations en entreprise. On avait rencontré récemment le cabinet Equancy qui faisait une liste d'applications réelles dans les entreprises, et on rentrait vraiment dans le vif du sujet avec de très grandes entreprises. On n'est plus dans des petites expérimentations, on est au niveau grandes entreprises sur des applications réelles. Il y avait par exemple une application chez un grand des utilities, comme on dit, et qui, là, c'était dans le domaine des ressources humaines et qui s'intéressait au taux d'absentéisme, pour donc de manipuler toutes les données pour faire en sorte que trouver les raisons du taux et faire baisser. Et l'idée de dire faire baisser de 10% à 8%, ça peut paraître négligeable, mais... compte tenu du nombre de salariés. Exactement, ça fait des milliers d'heures, et donc c'est un sujet qui est très important et qui, là encore, a des applications extrêmement variées. Donc c'est un salon qu'on suivra avec intérêt. Et puis pour conclure, écoutez, on ne pouvait pas passer au travers, je pense, c'est le coup de la semaine. Ça concerne Amazon, plus particulièrement Amazon S3, et ces petits problèmes techniques qui ont plombé, on peut dire, le web pendant quasiment 24 heures, enfin un peu moins, 18 heures. Voilà, alors bon, plomber le web, il ne faut pas non plus exagérer, mais effectivement c'est... Américain en tout cas. Américain, parce que c'est Amazon sur la région est des États-Unis, donc c'est S3, donc c'est le stockage qui a planté. Ça a duré 18 heures, je crois, de panne, et il se trouve que quasiment 50% des grands du e-commerce américain en gros, n'ont pas pu fonctionner normalement pendant toute cette période. Donc, effectivement, ça nous montre que, même les grands du cloud public, avec toutes les infrastructures et toutes les sécurités qui sont mises en place, ne sont pas infaillibles. Ça pose un problème d'effet de bord, parce que là, en l'occurrence, 50% des grands du e-commerce américain qui sont ratés en 18 heures, c'est pas négligeable. Alors on fait tout un tas de calculs pour savoir le manque à gagner. Bon, c'est des calculs un peu spécieux, on ne rentrera pas là-dedans, mais en tout cas, c'est vraiment un manque à gagner. Et donc, bon, est-ce que ça remet en question le modèle du cloud? Certainement pas, parce que je veux dire, le nombre d'entreprises dont les services informatiques internes tombent en rade et on ne s'en aperçoit pas, ça arrive fréquemment. Hein. Il suffit de faire, je pense que si je vous demandais est-ce que vous n'êtes jamais allé dans votre banque et avec votre agent qui vous dit ah bah tiens l'informatique ne marche pas, ça arrive régulièrement. Mais en tout cas, là vu l'ampleur du phénomène et vu la taille d'Amazon, on voit bien... C'est la centralisation en fait qui pose peut-être problème. Ça pose des problèmes, donc ça veut dire que il faut qu'il y ait des solutions de backup qui soient mises en œuvre. Enfin en tout cas, il faut... En tout cas, ça pose la question de la position d'un acteur unique, type Amazon, quel qu'il soit, absolument, au sein d'une architecture finalement qui n'est pas si distribuée que ça. Et malgré tout, de la fragilité de l'économie numérique, d'une certaine manière. En plus, on rappelle, pour l'anecdote, que tout ça résulte d'une erreur typographique d'un opérateur qui devait décommissionner des serveurs. Et puis finalement, s'est trompé, au lieu d'en décommissionner un ou deux, on va décommissionner quasiment. Oui, absolument. Et qui, comme dans beaucoup de domaines, on parle souvent dans la sécurité, on parle de ça aussi, c'est qu'au départ, finalement, il y a une erreur humaine. Bon, je n'aimerais pas être à la place du gars qui a fait l'erreur. Enfin, en tout cas, c'est le... Petit point aussi qui n'a pas de rapport avec Amazon, c'est que vous avez vu que Snap est entré en bourse hier. 24 milliards de dollars de valorisation. C'est la deuxième plus importante depuis Facebook en 2012, donc il suffisait de... Enfin, je voulais le mentionner aussi. Très bien, écoutez, Guy, merci pour cette analyse et ces commentaires. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, alors non pas même lieu, même heure, parce que Guy, je crois que vous êtes
aux US sur la côte ouest et la côte est la semaine prochaine pour faire un petit tour de vue des nouvelles startups dans le domaine des logiciels collaboratifs, c'est ça, hein, oui. J'ai bien compris. Donc vous allez nous remonter quelques pépites, nouvelles pépites qui émergent déjà au niveau des US. Donc on en reparlera ensemble la semaine prochaine en direct des US. Et bien merci à tous, à la semaine prochaine.